Diagonaliser, mais qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire? Reste ici parce que tonton Algébri a sacrifié sa pause de midi pour enfin parler de la réduction des endomorphismes. Et pour expliquer ça, on va commencer par se donner U qui appartient aux applications linéaires de E dans E, où E est un espace vectoriel de dimension finie, et dans la pratique, ça sera assez souvent R puissance n, mais pas toujours. Comme je le précisais dans une précédente vidéo, voire dans la description sur mon profil, un endomorphisme U peut être représenté dans une base par une matrice carrée de taille n, parce que ici, l'espace vectoriel E est de dimension n. Et dans le cours, on vous a parlé de la diagonalisation des endomorphismes, qui est le titre du chapitre, mais aussi de la diagonalisation des matrices. On explique tout ça en commençant par rappeler la définition d'une valeur propre et d'un vecteur propre. On dira que lambda, qui est un nombre réel ou complexe, et on va se restreindre au cas réel pour simplifier, est une valeur propre de U s'il existe un vecteur x différent du vecteur nul, c'est hyper important, tel que U de x est égal lambda fois x. Ça signifie que quand U, l'endomorphisme, agit sur le vecteur x, c'est multiplier x par lambda. Voilà ce qu'est une valeur propre et on dira ainsi que x est vecteur propre de U pour la valeur propre lambda. Maintenant, on va s'intéresser à quelques reformulations de cette condition. Il existe un vecteur non nul tel que U de x, ce vecteur, est égal à lambda fois ce vecteur. On est d'accord que ça se reformule en il existe un x différent du vecteur nul tel que U de x moins lambda x est égal le 0 de E, en passant à gauche le lambda x. Mais x, c'est tout simplement égal à l'endomorphisme identité appliqué en x, donc je peux réécrire ceci comme ça, ou bien comme ça. C'est de là que vient cette équivalence. Je réécris la condition ici en termes d'un seul endomorphisme. Mais si vous vous rappelez de votre cours sur les applications linéaires en dimension finie, dire qu'il existe un vecteur non nul tel que l'endomorphisme en ce vecteur soit égal à 0, c'est dire que le noyau de l'endomorphisme U moins lambda identité n'est pas réduit au vecteur nul, et ça équivaut à dire que U moins lambda identité est non injective, parce qu'une autre valeur que le vecteur nul annule cet endomorphisme. Donc si on veut reformuler la notion de valeur propre sans appel à un vecteur, on peut simplement dire que les valeurs propres d'un endomorphisme, ce sont les réels ou les complexes, tels que l'application U moins lambda identité, et non injective, ce qui équivaut ici, vu qu'on est des endomorphismes, à être non surjectif et non bijectif. Et c'est bien pour ça en fait qu'on s'intéresse à cet objet ker de U moins lambda identité qu'on appelle le sous-espace propre associé à la valeur propre lambda. C'est aussi pour ça que dans la définition on précise qu'un vecteur propre, notez-le bien, c'est une erreur fréquente, est différent du vecteur nul. Parce que là-dedans, il y a toujours le vecteur nul. Si on pouvait inclure le vecteur nul dans la définition, eh bien toutes les valeurs lambda seraient des valeurs propres et ça serait pas hyper intéressant. Donc je répète, lambda est une valeur propre si et seulement si U moins lambda identité n'est pas bijective. Slash injective, slash surjective, toi-même tu sais. Oui, mais on a un outil magique pour vérifier la non-inversibilité ou bijectivité d'un endomorphisme. C'est le déterminant. Et ça équivaut à dire que ceci vaut 0. C'est pourquoi les valeurs propres, ce sont exactement, là on n'a que des équivalences, les lambda réels ou complexes tels que le déterminant de U moins lambda identité égale 0. Maintenant, notez que d'après le cours, le déterminant ne dépend pas de la matrice qui est utilisée pour représenter U. Donc peu importe, si vous réécrivez ça avec une matrice qui représente U, le déterminant vaut toujours la même chose, et donc le problème est équivalent pour n'importe quelle matrice qui représente U. Et c'est pourquoi on introduit cette quantité qu'on appelle le polynôme caractéristique. On peut démontrer que déterminant de U moins lambda identité est un polynôme de lambda, et les valeurs qu'il annule, ce sont très exactement les valeurs propres, d'après cette série d'équivalences qu'on vient de faire ici. Mais du coup, c'est quoi la diagonalisabilité, oui ça se dit, de U? Bien, pour chacune des valeurs propres, on peut démontrer qu'il en existe nécessairement en dimension finie. On va s'intéresser à ces espaces-là, donc comme j'ai dit juste avant, les sous-espaces propres. Et vu que sur chacun de ces sous-espaces propres, on a des gens qui vérifient cette égalité, ça signifie que dans le sous-espace propre associé à lambda, U agit sur les vecteurs de l'espace exactement comme une dilatation. Et la question que je vais me poser, c'est est-ce que tout l'espace sur lequel agit U, R puissance n, peut se décomposer comme une somme directe de trucs comme ça, c'est-à-dire d'espace sur lequel l'endomorphisme U agit comme une dilatation. Autrement dit, est-ce que R puissance n s'écrit de cette façon-là? Oui, parce qu'on peut montrer que la somme est directe, même si on n'est pas égal à tout l'espace, parce qu'un vecteur propre pour une valeur propre ne peut pas l'être pour une valeur propre distincte. Montre ça en exercice en commentaire. Pourquoi c'est cool d'avoir cette décomposition de l'espace global de cette façon-là? Parce que si on revient au cas du calcul matriciel, ça peut simplifier beaucoup les choses. Si mon espace s'écrit de cette façon-là, ça signifie que je peux trouver une base de l'espace vectoriel Rn qui est formée de vecteurs propres de mon endomorphisme U.
puisque j'ai une base de ceci, une base de cela, et une base de cela. Et si je concatène, c'est-à-dire que je mets dans le même package la base de ça, une base de ça et de ça, j'obtiens bien une base de Rn, théorème de Cour. Et donc dit autrement, cette décomposition signifie que j'ai une base qui est composée que de vecteurs propres de U de l'espace vectoriel Rn. Imaginons qu'on ait chacun de ces vecteurs. Donc par exemple j'ai U11, le premier vecteur base de ceci, U12, le deuxième vecteur base de ceci, parce qu'on ne sait pas, il pourrait y en avoir plusieurs. Ça peut être de dimension 2, 3, voire plus, mais on sait que c'est au moins de dimension 1, puisqu'il n'y a pas que le vecteur nul dedans, mais au moins un vecteur non nul. Et bien pour chacun de ces vecteurs, j'ai que U s'exprime de manière assez simple dans cette base. Pardon, j'ai mélangé, on va mettre des x pour garder le truc plus clair. U de chacun de ces vecteurs donnera simplement la valeur propre fois le vecteur. Et donc si on représente U dans cette base, eh bien U du premier vecteur décomposé dans la base, c'est simplement lambda 1 fois le vecteur plus 0 fois les autres vecteurs, puisque j'ai juste ça. Pareil ici, lambda 1 fois le deuxième vecteur et 0 pour les autres. Et donc la matrice de cet endomorphisme dans cette base sera donnée par ça. J'ai bien, pour rappel, ici, le coefficient associé au premier vecteur de la base, ici x11 de U appliqué en le premier vecteur de la base qui est là. U appliqué en le deuxième vecteur, le coefficient ici, etc., jusqu'à ce coefficient-là qui apparaît là. Autrement dit, il existe une base dans laquelle la représentation de U est une matrice diagonale. Et ça c'est vraiment cool parce que pour calculer des puissances de matrice, en fait c'est très simple. Si U est représenté par la matrice A dans la base canonique et qu'on a une base de vecteurs propres, alors on a cette égalité que A est égal à P fois D fois P-1, et on a que A puissance n va être égal à P fois D puissance n fois P-1. Un petit exercice sympa à montrer par récurrence pour les terminales maths expertes et les bac+1 si vous voulez vous faire la main. Dans pas mal de problèmes, genre des systèmes différentiels ou des systèmes avec des suites et donc qui impliquent des matrices, on va être amené à calculer des puissances de A, et A peut être une matrice un peu bizarroïde, et calculer ses puissances, ça peut être un peu relou, mais calculer les puissances d'une matrice diagonale, c'est simple, puisqu'il suffit simplement de mettre à la puissance n les éléments diagonaux. Et après, on n'a plus qu'à multiplier par P et P-1 que l'on a déterminé grâce à cette décomposition. Je reviendrai plus tard sur le P, le P-1, mais le P, en grosso modo, ça va être d'après la formule de changement de base, les vecteurs ici, que vous avez écrits en colonne, dans l'ordre des valeurs propres. Bien, c'est exactement ça qu'on veut dire quand on dit de diagonaliser un endomorphisme ou une matrice. C'est trouver une matrice inversible P, qu'on appelle matrice de passage, telle que la représentation de votre endomorphisme dans la base canonique puisse vérifier cette décomposition avec D, une matrice diagonale. Et même chose, quand on parle de diagonaliser une matrice, il existe une matrice inversible P et une matrice diagonale D, telle qu'on ait cette égalité. Attention à ne pas se mélanger sur l'ordre, PD, P-1. Et non, je t'ai pas insulté. Dans les exercices un petit peu plus théoriques, diagonaliser, au lieu de fournir simplement la matrice P, la matrice D, la matrice P-1 qui vérifie cette égalité, ça peut être tout simplement montrer l'existence d'une base de vecteurs propres. Si vous fournissez cette base, vous fournissez en essence cette égalité-là, mais on peut dire que vous avez diagonalisé votre endomorphisme. La prochaine fois, on voit un exemple pratique dans une situation d'exercice de diagonalisation d'un endomorphisme. Reste à l'affût, bisous!